podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur. Ah, moi aussi. Georges. Oui. Oui, il y a un tweet de notre ami Doc Mayou. Qu'est-ce qu'il dit, Quand Doc? les expos sont de retour, nos amours, ouais, tu flashes Sofiane Benzaza pour partir un podcast baseball. Tu connais ça, le baseball? Le baseball, tu connais ça? Le baseball. Mais avant que je le connaisse, est-ce que tu me flasherais? Ben non. Non. On a créé quelque chose ensemble. On peut pas. Il faut se donner une chance. Faut se donner une chance. OK, maintenant. On ira consulter avant. Parfait. Il faut qu'on choisisse un nom maintenant du podcast. Qu'est-ce que tu Facile. dis? On dit quoi? On dit Pretzel et popcorn? Pretzel et popcorn. J'aime ce nom, je l'ai vu aussi. Amorti sacrifice. En route vers les séries. Nos playoffs au mois de mai. 162 matchs cruciaux. J'avoue, avec le baseball. Pensez là, avec l'édition au baseball. Là, on court après Washington et on a perdu notre club pour Washington. Ah, la métaphore. Tout est dans tout. 360, le cycle de la vie. The Circle of Life, comme a dit Elton John dans la chanson pour le Roi Lion. Non, moi, c'est plus le Roi Lion. Le Roi Lion, c'est Elton John, le Roi Lion, The Circle of Life. Et puis voilà. Ce qui est bien avec le baseball, si on avait un podcast baseball, c'est que prédire le playoff au mois de mai, c'est plus que faisable au baseball. Mais faire un après-match, c'est lourd un peu. C'est lourd. 160 après-match, c'est impossible. On va laisser ça à quelqu'un d'autre, là. On va se concentrer sur la saison 2018. Il reste 2 matchs. Excellent. Autour du losange, un podcast CCPP en mode baseball. Yes. Let's go. Dans avril 2019. Allez, on y va. Parlons foot. 1, 2, 3. Peu importe c'est où, peu importe où ça joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact. Cannes Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poussée du soccer. Bonjour, bonsoir et bon après-midi tout le monde et bienvenue à ce podcast pas de baseball, le podcast Couscous Piri Piri du Cannes FC dans la plateforme soccer podcast du Cannes FC, le Cannes Football Club Plus. Vous me reconnaissez, Sofiane est mon prénom et comme d'habitude mon compère, mon compadre de l'analyste footballistique, socceristique du Québec, Nilton. Bonjour Nilton. Comment ça va toi? Ça va un bon week-end de 3 shows? Ouais, c'était bien. Ils sont toujours trop courts, mais ça va. Retour au travail dans quelques heures. Le temps que vous nous écoutez, le demain matin, vous êtes en train de... En route vers le travail, comme nous aussi. Donc voilà, on fait ce qu'on peut. Et toi, ton week-end, c'était-tu correct? Même en tant que bon banlieusard, on a travaillé sur le terrain, hein? Hein, il faut. Ça. Je suis pas là au Toutes des Couscous choses qui week-end, intéressent, des trucs qui intéressent beaucoup les gens. Ben oui, est-ce que t'as un John Deere? Non. Est-ce que t'as un cabanon dans ta... Ben oui. Ben oui. Voyons. Est-ce qu'il est organisé ou est-ce que c'est une catastrophe à l'intérieur? Bien sûr que non. OK. Ce qui arrive dans le cabanon reste dans le cabanon. OK. On voit ce que tu veux dire. Ouais. Bon, on passe tout de suite à Saphir Tider. Ça va être plus simple. Ça va être plus simple. Bon, bienvenue au spécial Safi Tider. Le 32e de la saison. Donc voilà, bienvenue encore. Merci beaucoup d'être avec nous. Et évidemment, l'introduction un peu bordélique, c'est courtoisie de Sofiane, évidemment. Nilton n'a aucune relation avec ça. Il fait juste subir mes bêtises. Donc merci d'être avec nous. Et merci à La Forge du Mal de nous supporter, notre sponsor du Couscous Piri Piri. Donc merci encore à toute l'équipe de La Forge du Mal, la microbrasserie du 12e joueur. On les remercie beaucoup. La microbrasserie de Trois-Rivières. Restez à l'écoute. Peut-être il y aurait un autre tirage au sort peut-être sur les réseaux sociaux pour du gear Forge du Malte. On a fait les casquettes. Donc merci de participer. Et il y aura peut-être d'autres items. Restez à l'écoute ou du moins restez les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, c'est Cannes Football Club. Donc, on pourrait avoir une casquette No Playoffs. On pourrait. Bon, Nidon, c'est trop tôt. Hein, il reste encore 2 matchs, Nidon. Il reste encore 2 matchs, c'est trop tôt. Donc voilà, l'Impact a battu
Le Crew de Columbus, 3-0, une grosse gifle reçue par Columbus. On va parler des détails de ce match via nos commentaires, ce dont on a envie de parler, évidemment, vos questions et vos commentaires, c'est la chose la plus importante. Le cœur de cette émission, c'est interagir avec vous. Donc moi, c'est @Sofiane Benzaza, évidemment, @NiltonGeorge, JORGE. Évidemment, c'est un des comptes Twitter les plus influents du MFC, même s'il fait semblant que ça ne l'est pas. N'écoutez pas le portugais montréalais, il est menteur. Faut jamais l'écouter. Donc 3-0, l'Impact écrase sur le score du moins le Columbus. Donc un but de Safi Taider à la 32e sur penalty, Alejandro Silva à la 44e, juste avant la fin de la première mi-temps. Et ensuite Ignacio Piatti sur un excellent slalom piétesque à la 59e. Donc ça résume pas mal le match. C'était en termes d'occasion, l'Impact a quand même eu 9 tirs cadrés sur 13 tirs tentés. Ouais. Donc, on pourrait dire qu'ils ont eu beaucoup d'occasions, mais Columbus avait énormément d'occasions. On va parler de ce match-là, évidemment. Les tirs bloqués et off-target proviennent principalement de Piatti. Oui, comme d'habitude. Du moins, quand Piatti marche, ça vient de lui en général. Es-tu d'accord avec moi que on a perdu le 5-0 dans un match qu'on n'avait pas si mal joué? Puis là, on vient de gagner un 3-0 dans un match qu'on n'a pas si bien joué que ça. C'est exactement ça. Au fait, voilà, les deux équipes, on a au Stade Saputo, DC United, c'était l'Impact de Montréal et le Columbus, c'était Montréal à DC. Donc les rôles se sont inversés. Et puis c'est ça qui est arrivé. Donc si l'Impact était relativement positif, du moins le staff après la défaite de 5-0 à Audi Field. Columbus peut dire la même chose dans le sens ils ont tellement eu d'occasions, beaucoup de ces occasions étaient directement sur Evan Bush, même si ça n'enlève pas le mérite à Evan Bush d'être un excellent gardien. Ouais. Il fait une belle sortie, une belle sortie. C'est ça. Le reste il est assuré. Exactement. Et je pense que Columbus avait les chances de marquer, ils ont créé les chances, puis il fallait juste pas viser sur Bush sur la plupart des chances. La plupart des occasions, il faut dire la vérité. Je dis pas ça, je suis pas un hate anti-Impact là, j'ai vu le match. La plupart des tirs ont été dirigés vers Bush, même si dans certains cas, Bush s'est positionné pour que le ballon lui rentre dedans. Mais je pense qu'une autre équipe, le vent tourne un peu plus à droite qu'à gauche, ça aurait pu être deux partout facilement dans ce match-là. Donc c'est pas mal ça. En termes évaluation, Saputo d'or, Tropoutine, j'ai l'air d'un foin du côté du Saputo d'or. Moi, je suis dis-le. Non, c'est pas Taider. Non, il le mérite, regarde. Sérieusement, moi, j'ai trouvé que c'est un de ses meilleurs matchs parce que la seule créativité, vraiment, là, à l'origine, ça venait de lui, là, parce que autrement, quand il n'y avait pas le ballon, quand le ballon n'était pas dans ses pieds, tout ce qui se passait, c'est le ballon allait de gauche à droite et de droite à gauche. C'était pathétique. Il n'y avait absolument aucune créativité dans l'axe. Et c'est Saphir qui a produit. C'est pas beaucoup, mais c'est le seul. Est-ce que je suis traumatisé que les gens s'attendent que je dise Saphir? C'est possible. C'est possible. Regarde, ce que Saphir fait, en tout cas, je vais pas répéter, je sais ce qu'il peut faire. Donc, ce qu'il fait, il livre la marchandise, mais vraiment de façon très bien, quoi. Il la livre quasiment parfaitement. Mais on le voit qu'il est libéré. Présentement, il est libéré avec Azira à côté de lui. Oui, c'est ça. Et c'est il est déchargé un peu d'un travail qui pouvait le nuire dans d'autres choses. Il n'y a peut-être pas nécessairement les meilleures compétences et techniques pour faire ce qu'il y a à faire offensivement, mais dans le cadre du besoin et de la composition de l'équipe, c'est lui qui est le plus apte et il fait ce travail-là de façon assez bonne. Là. Non, c'est vrai. Taider est là, Bush aussi, il est là aussi pour le Saputo d'or. Donc, je pense qu'on se rejoint sur ça. Du côté du Tropoutine, j'en ai pas trop tant que ça. Honnêtement, regarde Columbus, ils ont vraiment attaqué beaucoup du côté droit. Donc Lovitz pourrait être dans le Tropoutine, mais personnellement, c'est vraiment chercher des bibites là. Et si on veut être sévère, puis moi j'ai l'habitude d'être sévère. Le trop de Poutine dans le 11 partant, c'est encore notre avancement. Parce qu'on a beau dire qu'il fait du travail, qu'il gagne les ballons, mais je veux dire, il y a un tir au but. Là. C'est un tir où il ramasse un ballon sur la ligne du fond. Là, puis
c'est vraiment trop peu. Tu sais, c'est à la limite, on se demande, bon, on revient-tu avec Mancuso? Parce non, que là, arrête. OK. Il faut mettre du contexte, Nilton. Il y a pas de grande différence. Non, il y a vraiment pas de grande différence. Oui, il y a une grande différence, Nilton. Je pense que t'es un peu... Je suis fatigué, là. J'ai trop travaillé dehors. Je pense, oui. Non, mais honnêtement, moi, c'est une question de contexte, c'est une question de perception. Pourquoi je voulais pas mettre Safi Tadar contre Saputo d'or? Parce que je trouve que ce qu'il fait, je m'attends à ça, puis je suis habitué. Souvent, Piatti mérite le Saputo d'or, même quand il a marqué plein de buts. Mais on se dit, il fait son travail, on est habitué à ça. Des joueurs sont démarqués, par exemple. Ça, c'est une question de choix. Il y a des choix évidents. Si tu les prends pas, on va dire t'es fou, mais chacun a son choix. Du côté américain, encore une fois, c'est quelles sont tes attentes envers lui? Si tes attentes qu'il soit mieux que Mancuso, je pense que tes attentes ont été remplies. Si tes attentes... il est meilleur que Mancuso. Moi, je m'attends à un avant-centre. Mais je m'attends pas à... Mais je me dis pas, lui, mais comment tu peux t'attendre? Il est pas capable de tirer au but, donc s'il gagne les ballons, c'est assez. Non, mais comment tu peux t'attendre? Comment tu as un avant-centre qui a pas joué pendant 2 ans, qui se blesse et qui marque très peu de buts? Quelles sont tes attentes, Nilton? Elles viennent d'où, ces attentes-là? C'est ça que je trouve que c'est pas juste. Si Camacho sort après un match ordinaire, il faut que les autres positions, ça soit le même régime. Je veux dire, si Mancuso est resté trop longtemps, il a fallu que Quincy arrive pour qu'il soit changé. C'est pas normal. Si Quincy, est-ce qu'il a le droit? Il est rendu à combien de matchs? Là? Il doit avoir pas loin de 7-8 matchs, là, Quincy, à Montréal? Ouais, pas mal, oui. Tu sais, un but en 8 matchs pour un avant-centre, c'est triste, là. C'est OK, next. Puis, mais je next, sais, là. C'est qui le next? Il y a personne. Il voudra pas, mais c'est logiquement, il faut que Jackson Hamel obtienne une opportunité. Il faut qu'il soit sur le banc. C'est fini. Ouais, je sais que c'est fini, mais c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. C'est pas normal, mais les choix de Rémi Garde sont justifiés. Il se dit, regardez, je gagne. Regardez, je suis dans la course aux séries. Regardez, j'ai pas Wayne Rooney à Costa et on performe quand même. Et à un moment, le coach dit, qu'est-ce que je n'ai à cirer des opinions des autres si moi je suis justifié? Moi, machin chouette, Jackson Hamel, Mancuso, tout bad là. Quincy, c'est lui qui me fait gagner, tant mieux. Et si Mancuso qui va le faire gagner? Ouais, mais Sofiane, tu peux pas me dire que Quincy, c'est pas le moins bon joueur de cette équipe-là. Oui, pour un trou de Poutine, il n'y a pas de problème. Moi, tout ce que je dis, Nilton, c'est que, honnêtement, donner un Tropoutine si tes attentes de Quincy c'était d'être un grand buteur, ben il va tout le temps d'un Tropoutine parce qu'il l'est pas. C'est son rôle. Il est avant-centre, là, je m'en fous. Si il est pas assez bon, il est pas assez bon. Si j'ai été sévère avec Edwards puis j'ai été sévère avec Vargas, j'ai pas été sévère sur la capacité, j'ai été sévère sur le travail qu'il doit accomplir. Et moi je trouve en termes d'un travail d'attaquant minimum, à part la partie de marqué qui est la partie la plus importante, Quincy, alors on va me dire qu'est-ce qu'il vient de dire Sofiane là, mais honnêtement, il fait les courses, il se bat, il fait du pressing, il fait quelque chose. Maintenant, mes attentes par rapport à lui au début et maintenant sont différentes. Et maintenant, je m'attends à ce qu'il ait des tirs cadrés, qui soient beaucoup plus dangereux. Je suis d'accord. Mais mes attentes pour l'impact en termes d'avant-centre, celui qui est capable de marquer, marquera. Et c'est pourquoi Piatti est dans les top meilleurs buteurs de la ligue, dans le top 5 en tout cas. Et Piatti, il a quoi? 14 buts pour un ailier, ailier entre guillemets. Il est plus dans le top 5 parce que je pense Nikolic maintenant a 15 buts. Zardes qui a raté quasiment l'occasion a 16 buts. Et Piatti est à combien? Ouais, il est à 14. Non, il a 14 buts juste derrière Manotas. Ouais, exact. Et devant Kai Kamara, Almiron, Jovinko, David Villa. Donc honnêtement, je dis ils ont Piatti, ils s'en foutent qui est attaquant. Tant qu'ils font un travail minimum. C'est tout. C'est comme ça que je le vois. Ça va être ça. Ça va être ça pour 2 matchs. Bah oui, puis on va s'amuser. Du côté du Gélard d'un foin. Toute la séquence du penalty est très drôle, là, parce que au match c'était clair. Là. Dès le début, on voit Silva qui demande à Piatti d'avoir le ballon. Piatti dit go, vas-y. Et on voit la grande déception après coup. Taider avait déjà décidé que c'était lui. Bon, tant mieux, là, ça s'est bien terminé. Là. Il y a le ballon passé en plein milieu là, pendant que le gardien se lançait à sa gauche. Donc, ouais, ça aurait pu causer un petit malaise s'il n'y avait pas eu but.
Honnêtement, pour le week-end, les Algériens avec le penalty, c'est pas nécessairement le bon week-end pour les Algériens, notamment Gareth Mahrez avec Man City, puis Taider. Du moins, c'était un call de Pep. Pep a dit que c'était décidé d'avance. Voilà, c'était le point que je voulais arriver, c'est qu'il y avait des décisions. Donc, s'il y a des décisions, c'est que Taider allait le prendre, qu'ils sont parlés entre eux les trois avec le coach pour dire, Taider, c'est toi qui le prends ce match-là. Les autres joueurs étaient pas. Voilà, personne n'est au courant. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, là. Arrêtez, là. Et on l'a vu dans ses yeux, là. Saphir est en train de se trouver un mensonge on the fly. Voilà. Il a voulu prendre le ballon, that's it. Il a dit, et voilà. Il a vu le ballon était proche. Il dit, bon, c'est à mon tour, là. Moi aussi, j'ai le droit d'augmenter ma fiche. Ça arrive, là. J'ai des bonus de performance. J'ai besoin de marquer des buts. Peut-être. Qui sait, hein? J'ai besoin de faire oublier les stats de Jim Miley. Qui sait? T'imagines si c'était le cas, en plus? Non, c'est peut-être fou, mais je trouve qu'il a pris le goût de marquer des buts. Ben oui. Donc, puis ça arrive dans les équipes où les attaquants, c'est des gars ambitieux, là. Ils veulent. Là. Nacho, on connaît pas la chance qu'on a. Nacho, c'est un gars humble. Il est parfait pour le comment je te dirais ça? C'est la mentalité québécoise où on aime les joueurs qui performent et qui sont humbles. Nacho fit parfaitement dans ce cadre-là, mais on peut pas juste avoir des Nacho Piatti dans une équipe. Là. Il faut des gars qui veulent du ballon puis qui veulent shiner. Saphir, c'est ça, là, on le voit. Là. Puis c'est pas un côté négatif. Là. C'est un guerrier sur le terrain. Puis il s'est dit, bon, c'est à mon tour. Non, c'est vrai. Si je développe ta référence à Piatti, tu dis que Ignacio Piatti, c'est le Benoît Brunet de l'Impact. Oh God, non. Arrête. Pourquoi? Non, mais t'as dit honnête. T'as dit honnête, qui travaille fort. Oui. C'est Benoît Brunet. Non, mais Benoît... Non. Je pense que Piatti marque plus de buts en tant que joueur de soccer que Benoît Brunet. Est-ce qu'on peut trouver une référence canadienne pour Ignacio Piatti? Juste pour enrager tout le monde qui nous écoute. Oui. Nacho Piatti, un buteur. Là. Donc, quelqu'un humble. Pierre Turgeon. Pierre Turgeon, oui. Un centre qui marque des buts. Vincent Danfous. Il s'y retrouve. Ouais, Danfous, il était mine un peu, Danfous. C'est vrai. Danfous faisait de la pub de shampoing, mais. Stéphane Richer. Oh non, Stéphane Richer, c'était une All-Star, ça. Donc, est-ce que tu dis que Piatti n'est pas une All-Star? De l'équipe et de la Ligue. C'est ça que t'as dit. I just made a 12-man. Mais justement. Ouais. On va passer aux questions, mais d'abord, on va passer à ce débat-là. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, Nacho? Nilton? Mais ça, c'est un classique nord-américain qu'on a justement. On parlait de baseball en début de podcast. On va continuer d'en parler. C'est tellement arrivé, ça aussi, au baseball. Où est-ce qu'on peut juste parler de ce que Taylor a dit avant que tu commences, que j'ai l'impression vas-y, je te laisse aller, vas-y. Nilton, vraiment, là, je suis plus capable. Donc, Taylor Twellman tweet l'après-midi du match. Une heure en plein match. Tu l'as dit pendant le match. Oui, pendant le match, en répondant à un tweet de la MLS qui dit qu'on Nacho marque son 14e but de la saison, le but du 3-0, la belle course de Taider, quel joueur ce gars-là. Et Taylor Twellman dit, just another season from Piatti, completely under the radar because he's playing in Montreal. Too many of us here in America haven't given him his due. Donc voilà, une autre saison sous le radar pour Piatti parce qu'il joue à Montréal. Beaucoup parmi nous aux États-Unis lui donnent pas assez de crédit. Il fait un fist pump, un thumbs up et un gros sac d'argent. Donc c'est un bon point, un point intéressant que Taylor ramène. Ted Drummond, ex-joueur New England, international américain et surtout, on le connaît surtout comme commentateur. ESPN, c'est ça? Oui, ESPN. Oui, c'est ça. ESPN Soccer. Et c'est un point intéressant. On entend souvent ça. Moi, j'ai une théorie sur ça. J'ai des hypothèses par rapport à ça. Mais Linton, je sens que tu es enragé, donc je te laisse en premier. Oui, non, pas enragé, mais c'est parce que mon point, c'était que, oui, c'est le classique du journaliste américain qui se concentre uniquement sur 3-4 équipes intéressantes d'après lui. À ses yeux. On avait le même phénomène au baseball où les joueurs locaux n'avaient pas nécessairement l'exposure des médias américains parce qu'ils s'en foutaient complètement. Mais moi, ce que je trouve encore plus déplorable au foot, c'est que ce gars-là, il a quand même un rôle de promoteur de la MLS. C'est quand même un peu son... C'est un ancien joueur de la MLS. C'est un top expert de la Ligue. Oui. Exact, c'est ça. C'est un gars qui a joué dans la MLS, il est allé en Angleterre et est revenu. Donc, il essaie de donner de la crédibilité à cette ligue-là. Le pauvre, là, il y a combien de matchs qu'il doit suivre par semaine? Un gros 10 matchs, là? 11 matchs?
Ouais. Ce gars-là n'est pas capable de voir 11 matchs quand c'est son travail. Puis il est en train de dire, d'après moi, il doit même mentir. Ça se peut pas, là. Que Piatti, un des top 10 de la Ligue, est under the radar. Pour lui, là, il est surpris. C'est son travail. J'ai pas l'impression qu'il est surpris. Je pense qu'il fait une sorte d'autoconfession qu'il met pas autant de emphasis, désolé de l'anglicisme, là, il met pas lui-même en emphase. C'est ça, il met de l'avant, et même ses collègues et d'autres médias, peut-être même le site de la MLS, soccer.com, beaucoup de fans IMFC se plaignent qu'il n'y a pas assez de contenu sur l'Impact, mais évidemment, les choix éditoriaux puis le budget, ça. Moi, je trouve que c'est de la paresse. Oui, il y a ça aussi, mais il y a quand même 30 clubs, là, ou 34, ou je sais plus, combien de clubs, là. Non, mais je veux dire, il est pas scientifique, là, il y a juste ça à faire, c'est son travail. C'est pas si exigeant que ça de voir tous ces matchs-là, c'est pas. Tu sais, juste lire les box scores, c'est pas tough, là. Moi, je trouve. Mais c'est une question de l'histoire que tu choisis. Ok, je vais donner un exemple, ok, juste pour dire. Moi, par exemple, d'abord, ma première hypothèse. Ma première hypothèse, c'est que le gros du contenu sur l'Impact est en français. En termes de volume et de qualité, je pense c'est en partie. Il n'y a pas besoin de lire les articles de TVA Sport pour connaître cette équipe-là. Non, mais c'est connaître cette équipe, c'est à toi de faire le travail d'aller le chercher. Ce que je dis, c'est qu'en termes de contenu, si tu avais des influents, même Filosa, Martino, nommez-les tous là, ceux qui décrivent quelque chose, on va cliquer tout de suite pour voir ce qu'ils vont dire. Je n'inclus pas Julien Tardif, je suis pas sûr encore. Vous cliquez sur le lien immédiatement et vous dites qu'est-ce qu'il va dire. Eh bien, si c'était en anglais, je te garantis, quand tu mets le hashtag, le hashtag n'a pas de langue, c'est international. Dès que tu suis un hashtag, c'est en espagnol, en français, en hongrois, tu vas le voir le hashtag passer. Et il y aura plus d'influence par rapport à la langue parce que la Ligue parle surtout anglais et un peu d'espagnol et encore un tout petit peu de français. Donc, déjà, le fait français, c'est pour dire, peut-être, au niveau du contenu à l'extérieur, il n'y a pas ce exposure que l'Impact mériterait, entre guillemets. Ça, je parle juste de l'Impact par rapport au reste de la Ligue. De deux, il y a beaucoup d'équipes. À un moment, tu peux pas tout voir. Comment? J'achète pas ça. Ok, parfait. Est-ce que quelqu'un pouvait me dire que Manotas était dans le top buteur de la Ligue? Arrête, au soccer, là, il y a des centaines d'équipes et on connaît les joueurs d'un peu partout. Ce gars-là, il va connaître un fin fond américain qui joue en D2 en Allemagne, mais il peut pas connaître une équipe qui joue contre des Américains semaine après semaine. Regarde, c'est de la paresse. Il y a ça aussi, Lilton, mais je parle pas juste de Twelman, je parle en général. Moi, Mauro Manotas, je n'ai pas réalisé qu'il a déjà marqué 15 buts. Ou même, je pense que Nikolic était fini. Il a quand même marqué 15 buts. Donc, même moi, des équipes de l'Est, je ne les suis pas encore. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, là, quand tu as parlé de Manotas, là, qu'est-ce que tu as dit? Tu n'as pas dit, il joue à l'autre bout du monde, il joue à Houston, on s'en fout, c'est une équipe poche. Quand tu es surpris par quelque chose, tu es en train de t'auto-critiquer un peu en disant, gadon, lui, il a 14 buts, je ne l'ai pas vu. Tu n'es pas en train de te justifier. Lui, Twellman, ce qu'il fait, là, quand il expose le Piatti, là, il se dit, gadon, ce gars-là, ça fait juste 4 ans qu'il est dans la Ligue, mais on le voit pas. Tu sais, peut-être c'est parce qu'il est loin au Canada qu'on le voit pas. Non, on arrête. C'est des fausses excuses. Tu peux pas dire ça. Tu sais, quand il y a un joueur dans l'Amérique du Sud qui arrive, il fait semblant de le connaître. Oui, c'est vrai. Mais Milton, honnêtement, moi, je dis pas que le fait français est quelque chose qui ralentit ce processus-là, mais je veux juste dire, si les influents qui partent de l'Impact, il a écrit plus en anglais, je te garantis qu'il y aura beaucoup plus d'exposure. Mais aussi, je pense, un mea culpa de Taylor Twellman en partie, peut-être pour lui-même, mais aussi il expose ses collègues aussi. Mais en même temps, on est d'accord que Piatti, même à Montréal, est-ce qu'on le connaît vraiment? Honnêtement, on connaît l'histoire de son pauvre grand-père. Non, mais le joueur, oui, on connaît pas. Des gros problèmes de couverture de l'Impact de Montréal, c'est tout le volet entrevue, mais pas entrevue, c'est 2-0, qu'est-ce que vous allez faire en deuxième demi? C'est pas quelque chose de surface et les points de presse entre entraînements. Non, c'est pas ça. Les entrevues là, où on rencontre l'histoire d'Azira. Azira, une belle histoire, où rencontrer Taider pour qui nous explique un peu son cheminement en France, son choix, des trucs comme ça. Là, on l'a. À Montréal, on va pas là pour l'instant. Là. Du moins, ça a été fait quelquefois. Puis Nicolas Martineau, il en fait le plus possible. Mais à mon avis, c'est pas assez pour
Je dis pas que TVA Sport ne fait pas assez par rapport à ça. Je pense qu'il devrait en faire plus. Mais je pense que c'est pas assez pour que ça retienne l'attention des gens dans une culture québécoise où le câble est encore king. Donc, tout ce qui est contenu web, même si ça vient du câble, n'est pas encore aussi. Il n'est pas dérivé à tous les niveaux auxquels on voudrait en tant que consommateur Twitter, Instagram, YouTube, etc. Donc, moi, je dis, regarde, Taylor Twellman, si toi, c'est ton mieux ou pas, ton mieux, c'est ça apprécié. Mais c'est aussi pour dire, même dans la ville, genre, tu sais, quand j'ai posé la question aux gens à quelques épisodes, c'est qui le capitaine de l'Impact? Est-ce que beaucoup de gens auraient dit Piatti comme ça, là? J'ai un doute. Parce que moi, j'ai eu du mal à me rappeler que c'était Piatti le capitaine. Donc, il y a une sorte d'exposure. Peut-être l'Impact aime qu'il soit discret par rapport à Piatti, mais la Ligue le connaît. Tu sais, tous les coachs, quand ils préparent un match, ok, Piatti, on fait quoi avec lui? Donc, tous les gens importants qui doivent connaître où est et que fait Piatti, ils le savent. Tu sais, ils le savent. Et surtout, t'as aussi l'effet, quand je parle de TVA Sport qui sont beaucoup sur la télé, évidemment, c'est leur job. Et il y a aussi la télé US. C'est pas comme si l'Impact va passer sur ESPN ou Fox Sports Game of the Week. Ça c'est correct. Là. Donc, non, mais ça fait partie du, ça fait partie du, comment dire, pas du problème, mais de l'explication potentielle. C'est plus par rapport à ça. Et dans le sens, on est chanceux d'avoir Piatti à Montréal. Mais je trouve qu'il y a d'autres joueurs qui sont excellents ailleurs dans la ligue. Et peut-être on n'entend pas parler tant que ça parce que ça ne nous intéresse pas tant que ça. Comme une culture de mon club, mon joueur, le reste, c'est des cônes oranges. Il y a le côté, moi je connais tout le monde et tant mieux, est-ce que je joue à Fantasy ou bien je check tous les matchs. Ok, ça y a pas de problème, Nilton. Mais je dis que ce que d'autres ratent sur Piatti, nous aussi on en rate sur plein de joueurs, là. Même si certains, c'est leur job de le faire, si tu peux pas tout voir. Mais moi, je trouve que c'est ça, la grande nuance. C'est quand un professionnel qui est pratiquement un porte-parole de la MLS va dire une aberration aussi grosse là, que Piatti under the radar depuis 4 saisons. Oui, mais c'est pas sérieux. Ça fait pas sérieux. Non, je suis pas d'accord, Hilton. Je suis pas d'accord. Peu importe ses raisons, qui va, tu sais, à chaque fois si tu as besoin de te justifier, tu vas toujours trouver une petite différence quelque part pour justifier ton truc. Mais non, c'est pas parce que Piatti joue à Montréal, c'est pas parce que la couverture, elle est francophone. T'as pas besoin, là. T'as pas besoin de comprendre la langue pour voir les matchs. T'as pas besoin toi-même d'analyser. C'est pas sérieux qu'un Twellman dise Piatti under the radar. T'sais, on parle pas ici de Taider ou de Piet. Là. Il a pas tort de dire ça. Cette ligue-là, un des plus grands salariés de la MLS. Mais Nilton, il dit pas que Piatti, il est inconnu. Il dit qu'il est under the radar. C'est des relatifs à son statut et ses performances. Et il dit aussi, on lui a pas donné assez de crédit aux États-Unis. Donc, il lui dit que les États-Unis, on a un problème. On regarde même pas ce qui se passe ailleurs. Du marché que Toronto a fait quelque chose pour mettre le Canada sur la map. Mais en fait, c'est plus Toronto. On en fait ce qu'on veut, on est tout seul. Le Canada, il s'avère qu'on soit là au Canada, mais le reste, on s'en fout. Mais, moi, il dit qu'il est juste under the radar. C'est-à-dire, je pense que c'est par rapport à ses performances et son statut de star de la Ligue. Peut-être la Ligue fait passer de promotion pour lui, le club aussi de l'Impact. Peut-être il faut qu'il fasse un travail. Là, c'est trop tard. Là, c'est fini. Il est plus vers la fin que le début de sa carrière. Donc voilà. Mais oui, c'est inacceptable si Taylor Twellman a dit je le connais pas. Taylor Twellman le connaît, je te garantis. Mais je pense que c'est plus l'impact médiatique. Et on a tendance à oublier Piatti un peu par son style très discret, pas sur le terrain là, mais en dehors. Et je pense surtout que le fait que l'Impact fait pas les séries chaque année. Donc, je pense que ça n'aide pas aussi. Parce que la saison, c'est bien, mais en MLS, c'est des playoffs qui déterminent, qui créent les histoires de héros et de vilains. Moi, c'est mon humble avis, là, ça aiderait beaucoup. C'est my two cents, Nilton George. Est-ce qu'on passe aux questions? Wow, ok. Même pas sans transition. Comme ça, juste mieux. Merci d'avoir parlé, Sofiane, je passe à autre chose. Wow. On a fait le tour, non? #Géry. Sinon, on peut faire les trous de poutine ou c'est plutôt d'or de nos fans? Oui, je vais lire quelques-uns. François Boisclair, un des gagnants de la casquette La Force du Mal, son sapoteau d'or, c'est Taider. Trop Poutine, j'en ai pas. Et Gérard Darfoin, le meeting Silva, Taider, Nacho pour le penalty. Guillaume V60, G20 en cours, son sapoteau d'or, Boucher Silva, ex-aequo. Gérard Darfoin, les touristes qui arrivent à la 15e et prennent leur temps pour trouver leur place. Et le trop de Poutine, Azira, qui joue du bout du pied en première mi-temps. Et un petit dernier pour la route. Monsieur Yvan YVM Gla, Bush, incontestable, Saputo d'or. Et je donnais une évaluation.
Et merci aussi à Adi Raphaël, Sampdoor, Taider impliqué sur le 3 buts de l'Impact, excellent au milieu, trop Poutine Amarikwa par défaut. Il n'a pas mal joué du tout, mais c'était le moins bon, j'ai l'air d'un point. La dispute entre Silva, Piatti et Taider sur penalty. On peut passer aux questions, Mr. Hilton. On peut passer aux questions. Beaucoup de personnes nous ont posé la question sur Lovitz, la clé de bras. Tout juste avant le deuxième but, hein, ça aurait pu être déterminant dans l'allure du match. Est-ce qu'il méritait un rouge ou est-ce qu'il risque une suspension cette semaine? C'est possible. Ouais, honnêtement, si c'était pas ton travail d'investigation, inspecteur gadget là, j'aurais jamais vu ça. Tu vois, j'ai revu le match le lendemain matin, puis moi, ce qui me fait revenir en arrière pour voir la séquence, c'est mon portugais, parce que Arthur t'en a sacré une shot. Et les micros cette semaine de TVA Sport étaient assez proches du terrain, donc on entendait beaucoup de choses. On entendait beaucoup Rémi Garde, disons, discuter avec le quatrième arbitre. Mais Arthur, il t'en a lâché une belle là, sur le vite. Je me dis, pourquoi il est si fâché que ça? Tu sais? Est-ce que ça commençait par K? Ça commençait par K, ça venait par O? Non, c'était dans un autre registre. Est-ce que ça commençait par F, D, puis P? Oui, il parlait un peu de sa famille. Moi, j'étais à l'opposé au stade, j'étais complètement de l'autre côté. Donc, ça avait l'air d'un épaule à épaule où les deux glissent puis qui tombent. Tu sais. Et l'arbitre était aussi à peu près placé pour voir à peu près juste ça, dans le fond. Tu sais, un épaule à épaule, les deux gars tombent à terre, peut-être qu'il y en a un glisse sous l'autre, donc il se ramasse le contact. Mais à la télévision, à la reprise, on voit clairement, Lovitz prend le bras et comme on dirait en langage de hockey, il finit sa mise en échec. Hein. Ah oui, c'était violent. C'était extrêmement dangereux parce que son bras a été pris là, d'une façon où il aurait pu snapper comme ça. Son geste, c'était... Bon, mettons que c'est pas intentionnel, ça change rien, là. Mais il ressemblait à un geste intentionnel et c'était très, 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 très dangereux. Si l'arbitre avait été de face, je pense que l'Impact de Montréal aurait été dans le trouble. Moi, je te rejoins et puis j'avoue que je ne sais pas étonné qu'on va un courriel un mercredi ou un jeudi, peut-être dans 2 semaines, là, parce que l'Impact ne joue pas la semaine prochaine pour dire Lovitz a été suspendu ou Lovitz va recevoir une amende, parce que j'avoue que ça avait l'air un peu intentionnel. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'il y ait un prérequis que l'incident soit dans un rapport de l'arbitrage pour qu'il soit pris en compte? Je sais pas comment que ça... Ouais, est-ce que c'est le club qui doit faire une demande ou c'est tout simplement un panel qui revoit ces actions-là? Parce que ça devient... Est-ce que c'est bizarre? J'ai hâte de... Est-ce que c'est bizarre que le club envoie au comité de discipline de la MLS un in-band tweet de ton tweet? Je pense que c'est bizarre comme procédure. J'espère que non. Ça veut dire que j'aurais contribué ou non. Ils vont dire, regardez, on n'a pas de preuves, hein, on n'a pas vu là, mais ce Newton George, il a filmé le match là, puis regardez. De cette séquence-là, on le voit, ok? Donc, est-ce que vous pouvez suspendre Lovitz? Arrête là, de mettre... Là, les gens vont te croire. Ils vont croire à vraiment ce que tu dis, là. Arrête de dire ça. Comment? Arrête. Ok, excuse-moi. Jeff Sénéchal nous demande Raitala, fin du débat. Raitala n'a pas joué contre Rooney et puis Acosta. Ouais, il y a ça aussi. Vrai. Il a joué contre un gros, hein, quand même. Là. Lui aussi est dans le top 5 là, des buteurs. Ça, je suis d'accord. Mais Zardes n'a pas eu un gros match. Bon. Pourquoi il n'a pas eu un gros match? Il a eu 2 occasions. Ouais. Higuaín a eu un match assez ordinaire grâce à Piette. Piette a été dans ses jambes beaucoup. Puis les peu de fois où il y a quelques-uns qui ont mis Azira comme trop de poutine, mais moi j'ai aimé son travail défensif parce que quand Federico Higuaín sortait là, un peu, qui se positionnait très très bas, mais Piette était pas obligé de le couvrir, puis Azira faisait ce travail-là. Mais Raitala, c'est tout le temps ça. Hein. On se dit, il est pas si bon que ça. Le travail est fait, mais il n'y a pas eu de challenge. Mais ça fait une quinzaine de matchs que si on répète la même histoire, il doit avoir une raison. Là. Non, mais je suis d'accord. Puis Raitala a fait le travail. Et puis, regarde. Oui, j'exagère en disant que oui, il n'a pas joué contre Rooney et puis Acosta, mais aussi, moi, je vous donne le choix, honnêtement, entre disons, Piette, Taider, Silva, Piatti et Amarikwa.
Et de l'autre côté, je vous donne choisir Zardes, Higuaín, Santos, Meram et Arthur, par exemple. Ouais, il y avait Arthur et Trapp derrière. Et Trapp, ou Trapp. Le choix, je pense qu'il y aurait débat. Qui vous choisirez pour être votre top 5 dans votre club de demain. Donc, c'est pour dire que Columbus, c'est pas des deux de pique. Comme on avait dit au début du podcast, Columbus a reçu le même traitement que l'Impact a subi à DC. Donc, ils ont mérité une victoire, un match nul, mais ils se sont fait prendre, puis ils n'ont pas été efficaces, puis l'Impact a joué la transition rapide comme il le faut. Mais par rapport à Raitala, quand on a dit Raitala, je sais ce que Raitala va me donner. Dans le sens, tu connais ses limites, donc exact, t'es pas obligé, tu sais que s'il va jouer contre un type de joueur, ça va pas marcher, donc peut-être c'est bien de ne pas faire jouer. Ça, je suis d'accord, mais je pense que Camacho, Garde a vu, comme nous, ce que Camacho a fait contre DC, il se dit, bon, peut-être il y a besoin d'un break, peut-être il faut que je change de momentum, puis je sais que Fanny, il bougera pas, donc pourquoi pas la constance là. Puis t'avais raison, Nilton, au début. Ça, je suis d'accord. Il nous demande aussi, JF nous demande une bonne question, Piet, est-ce qu'il est obligé de jouer contre Dominique? Ce qui est mardi, pas cette semaine, mais la semaine prochaine à Toronto. Mais j'ai le goût de dire que jouer ce match-là contre Dominique avec la sélection canadienne, c'est un bon entraînement. Là. C'est comme le match précédent. Voyons, c'était quoi les îles Vierges? Ouais. Au Parc Kent, Côte-de-Neige, coin de London. Ouais. C'est même plus dangereux là, parce que les gars sont fous. Ça sera pas ça sera pas un gros travail. On va encore jouer avec une formation probablement de 2 défenseurs centraux, Piet qui est là pour les aider un peu. Il va pouvoir pratiquer ses passes vers l'avant là. C'est pas dramatique là. C'est pas un match hyper intense physiquement. Je comprends là, l'idée là, de lui donner un repos. C'est un petit entraînement pour lui. Là. Je pense pas que c'est un enjeu. Non, mais et surtout que John Herman est là pour construire une sélection. Ah, ben oui. Tout le monde va les gens qui veulent, les joueurs qui veulent voir jouer dans 11 partants Dream Team, là, ils vont jouer. Donc, JF peut demander ce qu'il veut. Je comprends par rapport à, il veut pas que Piet se fatigue ou se blesse, mais c'est l'équipe nationale. Voilà, t'as pas le choix de répondre à l'appel et de jouer. Et si le coach te prend, mais après te dit tu joueras pas, ben tu joueras pas. C'est pas nécessairement quelque chose de, comment dire, ouais, c'est pas nécessairement quelque chose de fou à vérifier. Surtout, il y a plein d'autres. Taider, il s'en va jouer en Algérie et au Bénin, donc voilà, quoi. C'est pas comme s'il va en Floride là ou. Mais on n'est jamais à l'abri, tu sais, une blessure, tu sais, le physique qui lâche là, c'est pas parce qu'il est en match ou en entraînement. S'il y a quelque chose à lâcher, il va lâcher là. C'est pas. Oui, exactement. Il va pas se payer 2 semaines de colonie de vacances ici à Montréal. Là. Les gars, ils vont garder le rythme là. Après les aléas d'un match ou un mauvais coup, ça fait partie du risque là. Oui, c'est triste là, mais. Un international, on est content de l'avoir là, quand on a un international, mais il faut vivre avec ses conséquences. Là, on a encore la chance qu'on n'a pas des matchs. Là. Cette fois-ci, on a bien géré notre calendrier. Là. On a choisi les bonnes dates. Donc là, on est tranquille, on regarde d'ici jouer, puis on espère qu'il y en a une échappe une. Ça va être vraiment intéressant. Hein. Juste, DC joue contre qui déjà? Je vais vérifier tout de suite. DC joue, il reçoit Dallas et en fin de semaine. Puis 3 jours plus tard, on reçoit Toronto. Mais Dieu. Pour le match de Toronto, c'est sans Giovinco. Hein? Oui, ils sont avec l'Italie. Imagine Toronto avec Giovinco, c'est déjà pas grand-chose ces temps-ci. Donc, mais fou, DC va récupérer 2 joueurs, leur Jamaïcain, Darren Mattox et l'autre, je me souviens plus de son nom. Bref, il récupère 2 de ces. Oui, c'est ça. Ouais. Sinon, le match de Dallas, mais ça c'est un match qu'il faut que DC échappe, mais malheureusement Dallas perd 2 de ses bons titulaires là, dans les top minutes de jeu. Pendant que DC, eux, ils perdent 4 joueurs, mais c'est pas nécessaire. C'est plus des gars de banc, là, donc c'est vraiment dommage. Le match contre Chicago, on y a presque cru. Presque cru, mais les Ferroni, c'est fou quand même. Hein, maintenant, en fait, même si DC perd ses 2 matchs, bon, l'Impact serait content que DC perd ses 2 matchs, du 13 et du 17. Donc ça ferait que l'Impact aura juste besoin d'une victoire. Si DC perd ses 2 matchs, il serait ex-aequo. Non, il faut quand même qu'il ait 4 points. Il faut que l'Impact ait 4 points si DC perd ses 2 matchs.
Et DC jouera contre New York City à la maison et ensuite Chicago pour finir la saison à Chicago. Le 21 et le 28. Non, c'est les deux matchs à viser, c'est celui contre Dallas samedi prochain. Oui, mais si on assume qu'ils perdent les deux matchs, l'Impact a juste besoin de 4 points sur les deux derniers matchs. Comme ça, ils sont assurés. OK. Ou Columbus. Mais Columbus, ils reçoivent Minnesota. Minnesota sont en colonie de vacances depuis un petit bout. T'as l'impression que Columbus va peut-être se casser la gueule? Non, mais il faut trouver des espoirs quelque part, là, parce qu'il ne faut pas oublier, hein. On voyait l'Impact dans les séries là, avant le match de DC. Celui, c'est le fameux match qu'on pensait qu'on allait perdre, là, de toute façon. Oui, il compte pas. Il n'existe pas. Oui, c'est ça. Je sais pas de quoi tu parles. Ce match n'a jamais existé. Bref, on risque de gagner. Moi, je les vois. Les 2 prochains matchs de Montréal, je les vois, les gars. Je vois des victoires là, sans trop de problèmes. Même, justement, il y a Nias qui nous demande à quoi on doit s'attendre du match contre Toronto. Oui, Toronto aime ça nous éliminer, mais Toronto, c'est la saison de trop. Là. Ils ont été tellement démotivés après la finale de la Ligue des Champions. Quand ils sont revenus, il fallait absolument qu'ils commencent à aligner des victoires. Il y a eu les blessures qui ont complètement mis leur saison là, dans les égouts, le parti. Toronto attend que cette saison-là se termine depuis plusieurs mois. Donc, il y a un derby, il y a quelque chose entre les deux équipes, mais rendu là, les gars, ils veulent surtout aller en vacances. Exact. Aller en vacances, puis surtout, les meilleurs joueurs vont peut-être vouloir aller en Europe. J'avais vu des quotes d'Altidor où ils disaient quasiment, c'était le fan de Toronto, ciao. Oh, c'est comme ça, les joueurs de foot. Il y en a qui cherchent un confort, puis il y a d'autres qui cherchent des projets, autres projets. C'est correct, là. Non, c'est fou. Mais, oui, Montréal s'enligne vers une saison de 49 points, mais les playoffs, c'est... Qui aurait su que l'Impact Cardinal Point n'aurait pas été assez, parce que DC United... qu'est-ce que tu veux? C'est une autre leçon de vie, hein? Les petits points qu'on perd en début de saison, que c'est pas grave parce que c'est les débuts de saison. Mais c'est pas encore fini. Guess what? Ces points-là, ils reviennent pas, là. Ouais, mais c'est pas encore fini, Letton. L'espoir est encore là. Ma prédiction de playoff, elle garde, là. Je vais pas la changer parce que ça me tente, là. Je vais pas la changer durant le temps additionnel contre New England à la fin. Ah non, c'est bon, ils font les playoffs. C'est bon, ils les font. C'est plus ça. Mais je demande parce que, et surtout un truc que je suis pas trop fan, là, parce que les gens vont dire, ça fait un des pro Toronto, mais c'est plus, le hate qui sortait quand Toronto s'est fait éliminer des séries, genre, oh mon Dieu, pouf. Rendu là, ça appartient, c'est plus le côté non. Je suis pas trop fan parce que c'est une équipe qui a quand même fait le triplé, qui a failli faire un quadruplé, qui a été le fleuron de la MLS. Donc, peut-être que toi et moi, on n'est pas, on n'a pas cette, comment je dirais ça, ce fanatisme en nous. Ça existe ailleurs. Je vais prendre mes origines portugaises. Oui, je suis pro Porto, mais j'ai pas de plaisir à voir Benfica se planter ou tous les malheurs qu'il y a eu cet été au Sporting. Moi, à la limite, je trouve ça triste quand le Sporting a un gros problème avec leurs fans puis que tout le monde veut partir. Mm-hmm. Mais il y a un gros lot de partisans des autres clubs qui sont contents et qui trouvent ça drôle. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Oui, j'aime battre Toronto, mais si Toronto a du succès, moi, j'étais un des rares de les voir contre les Mexicains. Voir battre un club mexicain, j'aimais ça. Puis au grand sacrilège, là, s'il fallait que je tweete ça, j'allais me faire ramasser. Puis heureusement, je n'étais pas un joueur de l'Impact, fait que je n'étais pas obligé de fermer mon compte. J'espère que Thomas se passe très bien à Ottawa. Salut Thomas. C'était pas si grave que ça, Thomas. Mais à la limite, je veux pas porter un jugement sur comment les gens vivent leur expérience foot. S'ils veulent détester Toronto à la vie, à la mort, good for them, c'est correct. Puis je ne vais pas leur attaquer dans leur philosophie. Mais les voir éliminés, sérieusement, je m'en foutais pas mal. Non, oui, c'est vrai. Non, je te rejoins, mais c'est plus... Regarde, j'enregistre il y a 3 ans, puis je vois la même chose, je dis, Toronto, c'est un club de... C'est drôle. On en rit, mais quand je dis, regarde tout ce que ce club a accompli, oui, on n'aime pas Toronto, le 4-6, on n'aime pas le 401, on n'aime pas The Six, on n'aime pas Drake, on n'aime pas les Maple Leafs, on n'aime pas... Ok, respect. Moi, à un moment, j'avais une haine contre Toronto parce que fan du Canadien, blablabla, c'est correct. Mais c'est... Ça aussi, OK, une autre affaire, là, on reparle de hockey.
Ça n'existe pas, la rivalité avec les Leafs. Ça, je sais pas, c'est pas ça une vraie rivalité. Non, mais c'est plus. Oui, c'était une confection. Montréal a eu une rivalité avec les Nordiques. Et les Browns. Ça, c'était une vraie rivalité, là. Ouais. Je vous le jure, là. Si vous avez en bas de 40 ans, peut-être que vous le savez pas, là. Ça, c'était une vraie rivalité. C'était même pas proche. Non, ensuite, il y a eu, il y a eu les Browns parce qu'on jouait playoff après playoff, on finissait tout le temps. À la limite, à un moment donné, on avait une rivalité avec Hartford, là. Là, Toronto, on dirait que c'est une rivalité marketing. On veut tellement que ça existe, cette rivalité-là, puis on est un peu déçus parce que on regarde les Leafs de Toronto puis on les aime parce qu'ils ont une équipe excitante. Hein? Tout à fait. Puis TFC, c'est une rivalité basée sur l'économie, en se disant eux, ils ont de l'argent, ils ont acheté un club. C'est le fun de les voir se planter. Mais c'est le fun de... Mais je pense aussi que les fans se rentraient dedans. Parce que les fans du TFC, ceux qui sont très actifs sur Twitter et dans les extraits, ils sont très très violents là, dans leurs propos. Oui, sont ça très c'est autre chose. Mais ça ajoute, c'est une autre couche là, mais les couches différentes. Donc c'est pourquoi chaque année on a une vision différente, parce on est impliqué dans tel ou tel processus à un autre niveau à des niveaux différents. Mais je trouve ça assez intéressant. Non, mais c'est correct. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Moi, je veux juste dire, c'est correct, là. Le club est passé de héros à 0 en moins de 6 mois. Ok, mais regarde ce qu'il a accompli, là. Puis lui, il a une étoile, puis il a une coupe, etc. Faut juste peut-être essayer d'apprendre de ce qu'ils ont fait de bien sur les 10 ans qu'ils existent, là, ou 11 ans. Leur recette n'est pas nécessairement applicable partout, là. Encore moins à Montréal, là. C'est vrai. Mais c'est juste une question de, c'est bien d'apprendre d'ailleurs et pas nécessairement juste, fustiger de façon systématique. Mais chacun son truc. Désolé pour ce gros virage. Parenthèse fermée. Philippe Tremblay nous a posé une question sur Americrum. On a déjà répondu à celle-là. Donc, c'est un excellent attaquant, c'est ça que tu dis? On confirme qu'on est en désaccord. Tout à fait. Ah! Celle-là, je l'ai vu passer, ça m'a fait sourire, disons. Jeff Marshall nous demande si Bush mérite un jour l'équipe de la sélection américaine. Il faut arrêter avec ça. Là. Mais tu vois, ça, là, ça suffit. On fait un peu du Twillman à l'envers. Dans le sens où on pense tellement juste à notre équipe qu'on oublie que des bons gardiens américains dans la MLS, il y en a. Oui, et en dehors de la MLS. Ça, et en dehors de la MLS. Mais juste en fin de semaine, on a vu un très bon, là. C'en est un très bon. Il n'y a peut-être pas eu un grand match, mais c'en est un très bon. Non, c'est vrai. Et puis, regarde, au niveau des gardiens, il y a beaucoup de gardiens dans le monde qui ont été dans des sélections et qui n'ont jamais été numéro 1 parce que tout bad, il y avait un autre numéro 1 qui était presque aussi bon qu'eux ou voilà, tout bad. Certains ne sont même pas sélectionnés parce que dans une sélection, tu as juste 3 gardiens. Et sur le troisième, il faut que ce soit un personnage spécifique pour être troisième gardien parce que c'est pas tout le monde qui peut être troisième ou même deuxième gardien. Ça, je suis d'accord avec ça. Et pour Bush, il y a eu ce truc sur Bush il y a peut-être 2 ans, même moi, j'ai participé un peu. Je dis, Bush, dans une sélection élargie, tu sais, quand il faisait des camps avec 50 joueurs, si on est rendu au 10e gardien, oui, là, mais non. Mais ça aurait été bien de le voir dans un camp. C'est tout ce que je dis. Parce que même Alex Bono a été sélectionné une fois, même Bill Hamid. Come on. Bill Hamid, il est bon, mais il faut pas exagérer. Genre, si Bill Hamid a eu 6 sélections avec les États-Unis, je pense que Bush aurait pu en avoir au moins une. Et là, je te trouve sévère avec Hamid. Hamid a déjà eu vraiment des plus belles séquences. Les plus belles séquences d'Hamid ont été beaucoup plus belles que celles de Bush. Je suis d'accord. Mais ce que je dis, c'est que dans tous ces camps élargis, maintenant, le Bush avant Bat et le Bush après Joel Bat, c'est 2 Bush différents. Evan Bush, ça, je suis d'accord. Mais tout ce que je dis, je pense qu'il faut juste être content qu'il a tout le temps dépassé nos attentes. Il y a tout le temps où, tu sais, il a tout le temps organisé sa carrière pour aller plus loin qu'il était prévu. Tu sais, à la base, c'est un gardien des 2 américaines, là, qui a réussi à percer un alignement de la MLS. Malgré, tu sais, malgré toutes les oppositions qu'on lui a mis dans ses pattes, là, il a fini tout le temps par sortir gagnant. Tu sais. Là, au terme où il est rendu dans sa carrière, là, la sélection américaine, c'est pas réaliste. Puis même pour lui, il est très, très conscient de ça. Oui, je suis d'accord. Mais moi, je suis d'accord, tu peux y avoir des points. Ma logique, c'est dans les camps élargis, ça aurait été bien de le voir parce que j'ai vu des gardiens, ils sont venus, ils sont passés. Mais dans le top 3, il faut oublier, c'est Brad Guzan numéro 1. Et Brad Guzan a entendu longtemps derrière Tim Howard. Très longtemps. Brad Guzan a déjà 34 ans. Là. Tu sais, ça fait longtemps qu'il est sur le banc derrière Howard. Donc lui, il a entendu, donc il s'en va pas tant qu'il
va pas bouger de là tant qu'il est pas blessé là, etc. Donc il bougera pas. Mais non, c'est vrai. Mais j'ai fait un peu de populisme et un peu de pro Bush juste pour voir. Mais j'ai fait un peu ce que Nilsson n'aime pas là. J'ai fait du par défaut. Par défaut, pourquoi je peux le mettre dans ton top 5, top 6, juste dans un camp de sélection, puis voir ce que ça donne. Au moins, il y a un petit nanan, comme on entend souvent dans les médias sportifs, un petit nanan, un petit bonbon. Mais c'est tout. Mais c'est aucune analyse footballistique, aucune comparaison par rapport à d'autres gardiens. Je dis que, voilà. C'est aussi, ça montre aussi le manque de respect à la sélection américaine. Genre, je dis, prends bouche quand même, là. Essaye-le. Sans même aucune analyse tactique ou sportive. Mais bon. Mais question. Rendu là, on pourrait peut-être le mettre dans la sélection canadienne. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que Bush, t'as tout compris, toi, Est-ce que Bush serait titulaire dans la sélection canadienne, dans l'équipe nationale masculine sous John Herdman? Bon. Est-ce que Bush... On peut faire une règle de 3, là, c'est facile, la règle de 3. Ouais. Non, mais je veux dire, Bush, le gardien numéro 2 de la sélection canadienne, c'est Crépeau? Il est pas dans la sélection contre Dominica. Non, mais c'est pas oui, les matchs, pas rapport aux matchs. Ouais. Ok, disons que le Milan Borjan, c'est le numéro 1 de la sélection, qui est maintenant au Rastar Belgrade, et Crépeau, il est deuxième. Crépeau est deuxième. Ouais. Donc Bush est forcément au moins le backup à Borjan, minimum. Ok. Donc, on rentre dans cette branche-là. Donc, on fait un débat Bush-Crépeau. Est-ce que Bush est meilleur que Crépeau? Est-ce que Crépeau est meilleur que Bush? Mais tu sais, on peut dire plein de choses, puis on va parler à travers... Non, mais je sais. As-tu vu des matchs d'Ottawa? Non. Moi non plus. Donc, je veux dire, je peux pas dire... Moi, je peux pas dire que Crépeau, là, présentement, est meilleur que Bush. Je vais inventer. Ouais. Tu sais, je vais parler de statistiques de record, mais ça, c'est bien beau. Tu sais, il joue dans un niveau plus bas. Tant mieux s'il l'est, parce que ça a été finalement une bonne décision de carrière. Mais Bush il est trop vieux rendu là pour avoir ce genre de débat-là, parce que l'objectif, c'est la Coupe du Monde. Ouais. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaudrait la peine de naturaliser Bush pour faire une belle performance, disons, à la Gold Cup? Pas nécessairement, non. Non, pas du tout. Est-ce que ça vaut la peine d'enlever des minutes et de l'expérience? Peut-être pas des minutes d'expérience, mais aux jeunes qu'on est en train de monter. Oui. Moins sens, tu sais. Bah oui. Il faut laisser comme trop tard. Bush aurait été une option pour les qualifications de la dernière Coupe du Monde. Oui, mais encore, les Canadiens, il manque pas de gardiens au Canada, là. Il y a pas des Gigi Buffon qui traînent, là, mais avec Pantémis, Thomas, Bousty qui est le jeune. Besoin de défenseurs, là. Oui, exactement. Tu sais, même le jeune Bousty qui est avec l'académie, les premières virades de la Juve, tu sais, Borjan, Crépeau, et même un gars qui joue en Angleterre, j'ai oublié son nom, là. Je pense qu'il est d'origine hollandaise ou suisse. En plus, c'est un Suisse ou quelque chose. Il a eu un débat sur lui, là, mais je pense un Suisse qui joue en Angleterre. Il était aussi sélectionné, donc les gardiens le Canada est bien gagné en termes de gardiens, mais tu sais, dans le fond, il y a le talent pour être dans la sélection canadienne. Mauvais timing, ça sert plus à rien. Non, c'est vrai. Puis c'est juste, on a fait un petit détour. C'est moi qui ai fait le détour surtout. On l'aurait fait à Football Manager, on l'aurait fait. On l'aurait fait. On l'aurait fait de la demande. Et ça, c'est une note pour tous ceux qui nous écoutent. Voilà, c'est ce qu'on fait. On sacrifie en faisant des débats Bush US National Team et Bush Team Canada. Donc, non prévu. Non prévu. Donc, contribuez sur Patreon. Patreon.com/Ken Football Club. Aidez-nous. Aidez-nous. Dire, si on nous donne une émission sur les autres, on peut s'inventer des sujets pour parler des heures et des heures, right? Sans arrêt. Oh, wow. On est disponible. En attendant le téléphone de Louis-David Mercier. C'est ça. On est disponible le soir, le week-end, surtout le dimanche. Dimanche, ça marche très bien pour nous. on est bien. Donc, En plus, on aurait toujours 2-3 questions de Dr. Foot. Il nous demande justement, est-ce que DC ou Toronto nous kickera hors des séries? C'est les deux seules options. Hein. C'est les deux seules options. J'ai répondu tantôt. Moi, je vois Montréal gagner ses 2 prochains matchs assez facilement. C'est DC. DC, mais Anthony Bellil en parle justement. Quand on voit les matchs, là, quand on voit pas juste les résultats, là, quand on voit les matchs, puis on voit comment cette équipe roule autour de Rooney. Rooney est tout simplement magique. Ouais.
il dépasse les attentes de tout le monde. Là, on a beaucoup critiqué l'embauche de Rooney parce qu'entre autres, ça coûtait cher en transfert, parce il y a la mode sud-américaine, il y a la recette la recette Atlanta United, celle qu'on veut que tout le monde suit. Et il y a surtout le outrage préventif, toujours. Qu'est-ce que tu veux dire? On est tout le temps genre, ah non, il est trop vieux, à l'avance. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que les deux joueurs qui ont été hyper critiqués, Rooney et Zlatan, sur le terrain, c'est deux succès, là. Si LA Galaxy est encore dans cette bataille des séries, c'est grâce à Zlatan, sinon LA serait encore éliminé depuis longtemps. Et une des meilleures équipes de l'heure, là, c'est DC United. Bah oui. Ils ont un double impact. Le stade, ils peuvent enfin jouer chez eux, donc ils profitent de matchs consécutifs à la maison, alors qu'ils sont tapés, 12 matchs à l'extérieur sur les premiers 15 par exemple, ou les premiers 16 matchs. Et puis, l'effet Rooney, c'est aussi simple que ça. L'effet Rooney qui a vraiment, comme on l'a dit plusieurs fois, qui a aidé Acosta à monter son niveau, à retrouver le niveau qui a fait que DC United a vraiment investi sur lui quand ils l'ont pris de Boca Juniors. Il est arrivé aussi avec la bonne mentalité. Là, il a acheté le projet. Il est pas ici contrairement à Zlatan, là, mais il est pas ici pour son image de marque. Il est là pour un succès sportif. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, honnêtement, regarde, moi, le seul doute que j'ai par rapport à l'Impact, c'est que je pense pas qu'ils vont battre New England. À New England. C'est le dernier match. Je pense pas qu'ils vont battre New England. Donc, est-ce que perdre contre New England va être assez pour que l'Impact passe? C'est-à-dire que l'Impact gagne contre Toronto et que DC United se casse la gueule de façon dramatique. Selon moi, tout va se décider dans le dernier match. Donc, Montréal va espérer jusqu'au dernier match de faire les séries. Ils vont tout donner à New England. New England dans une équipe qui sera déjà éliminée. Parce que va finir par passer avec leur résultat. Là. Le scénario catastrophe. DC United gagne ses 2 prochains matchs en main. Donc DC United aurait 47 points. L'Impact perd. C'est fini. En plus. Ah ouais, mais c'est perd. Ils sont éliminés. Contre Toronto? Ils sont éliminés. Ouais, mais ça n'arrivera pas. Non, mais DC United se retrouve avec 6 points. Donc ils ont 47 points avant que l'Impact joue son match le 21. Oui. Donc, si DC perd le 21 contre New York City, ils sont encore à 47 points. Et l'Impact perd contre Toronto FC, ils ont 43 points. Nos playoffs, c'est fini. Tu connais tous les scénarios de nos playoffs par cœur? Pas tous, mais je fais juste le calcul, au moment si l'Impact perd contre Toronto et DC United a gagné ses 2 matchs en avance, c'est fini pour Montréal. On est d'accord, j'ai bien fait les matchs. C'est ça, ok, donc c'est fini. Ouais, il faut dire, c'est ça. Honnêtement, désolé du silence que je fais des calculs dans ma tête, je me dis, je viens de réaliser que oui, se faire éliminer contre Toronto à Montréal, c'est quelque chose de très possible. Si DC United gagne ces deux matchs en main. Alors, on va espérer qu'il ne le fasse pas. Bon, allez, next question, sinon les gens ont déjà arrêté de m'écouter. Kevin Duska nous demande pourquoi on accepte encore un ref avec un billet potentiel quand on pense au 4e arbitre qui était de l'Ohio. C'est un contexte en Amérique du Nord, c'est accepté, ce qui est totalement évité autant pour protéger l'arbitre que pour protéger les équipes. Là, en Europe, je ne sais pas si en Amérique. Déjà, il y a beaucoup de tribalisme au niveau en Amérique du Nord. Il y a moins de genre couleur, tu peux pas faire ça, il vient de ma région, il peut pas coacher parce que son grand-père était fan de Bordeaux, tu peux pas coacher, tu peux pas arbitrer Bordeaux, Lyon. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est un enjeu. Je suis peut-être naïf là. Est-ce que ça influence vraiment ou c'est juste par souci de transparence? Il y a ça aussi. Non, c'est vrai, il y a ça aussi, mais est-ce que... Regarde, moi, il n'y a pas nécessairement de rivalité régionale qui ferait qu'un arbitre choisirait... oui, il peut en avoir. Je sais pas moi, si quelqu'un... Je sais pas moi, comment s'appelle le derby du collège américain en football américain, en Floride, là, c'est quoi? C'est Miami contre Florida, la State, là, c'est un grand derby, là, il passe souvent. Il y en a une coupe comme ça. Là. C'est ça. Donc, je me dis, est-ce que tu mettrais un arbitre collégial qui vient de Tampa Bay? Je sais pas, un exemple. J'ai aucune idée s'ils font ça. C'est ça. Donc, s'ils le font pas pour des gros matchs, pourquoi
Est-ce qu'un match Pittsburgh-Philly, tu peux avoir un arbitre de la Pennsylvanie? Mais c'est pas... Je me souviens pas vraiment d'avoir cet enjeu-là dans les autres sports. Là. Moi non plus. En Amérique du Nord, non, pas que je sache. Mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir de la corruption. Il y en a eu beaucoup, notamment dans la NBA, où des arbitres fixaient les matchs. Là. Il y avait un arbitre connu en NBA qui fixait les matchs, qui donnait plus de fautes ou moins de fautes pour aider les mafieux de du Paris pour je m'en rappelle plus de son nom là, mais c'est une grosse histoire il y a peut-être 5-6 ans là. Mais donc la corruption n'empêche pas là le manque de rivalité régionale pour un arbitre qui soit influent pas ne va pas empêcher la corruption quand même. Mais c'est plus, je trouve ça intéressant. Mais non, moi je pense pas que en tout cas c'est une question valide, mais honnêtement ce qui se fait ailleurs, j'ai pas l'impression que ça se fait ailleurs en Amérique du Nord, mais encore une fois, moi je fais que spéculer malheureusement. Mais dans toute mon expérience à MLS, j'ai jamais vu. Je sais qu'on critique beaucoup les arbitres, là. Ouais. Mais ils peuvent être pas bons, mais c'est pas par favoritisme. C'est juste qu'ils sont. Quand ils ont des mauvais calls, c'est qu'ils ont des mauvais calls, point. C'est pas parce qu'il est en train de favoriser un club. Tout à fait. Son incompétence est neutre. Ouais, c'est ça. Justement, parlant d'arbitre, Marc Beltaille nous demande est-ce qu'on devrait montrer le travail de monsieur l'arbitre la semaine passée où il dialoguait beaucoup plus que Sévère pendant le match. Moi, je suis très pro dialogue, surtout en début de match. Là, Tout à fait. Moi, je te rejoins à 1000%. Parce que ça, trop souvent, quand ça dégénère, c'est entre guillemets provoqué par l'arbitre. Parce que, tu sais, des mauvaises décisions, tu peux en faire, là. Je veux dire, les joueurs font des mauvaises passes. Donc, un arbitre peut prendre une mauvaise décision. Oui. Mais quand tu as une attitude arrogante comme arbitre, où tu es là comme une espèce de professeur avec ses enfants du primaire, puis tu es en mode confrontation, tu t'assures pour avoir un match compliqué et difficile à gérer. Tandis que quand tu as un arbitre qui est là, qui dialogue un peu plus, puis qui calme un joueur qui est énervé, au lieu de le confronter, moi, c'est un style que je préfère. Non, c'est vrai. Puis surtout que moi, j'aime beaucoup l'arbitre Alan Kelly, là, l'Irlandais. Puis il a été arbitre sous la fédération de la Ligue d'Irlande, là. Donc, il a coaché, il a été arbitre en Irlande, donc la Ligue irlandaise. Donc, il y a notamment je pense qu'il était dans les ligues locales de foot local en Irlande, et ensuite il est devenu arbitre de la première division de la Ligue d'Irlande. Donc voilà, je connais pas trop les clubs là-bas. Bon, c'est pas des clubs qui jouent dans les PL, c'est des clubs qui jouent dans la République d'Irlande, qui fait pas partie du Royaume-Uni. Donc c'est normal qu'ils jouent pas dans une ligue gérée par le Royaume-Uni. Donc ouais, mais moi c'est un arbitre que j'aime beaucoup, c'est un arbitre qui laisse souvent jouer le jeu puis il discute beaucoup. Donc ça c'est bien. Puis on a eu ce débat sur l'arbitrage, j'ai dit il faut plus se rapprocher du respect de l'arbitre et du respect du rôle de l'arbitre, comme le font avec le rugby, que le foot fait en ce moment. Et comme je dis encore une fois, la relation entre le joueur et l'arbitre est une relation très très malade, très malsaine, et puis ça va juste s'empirer puis c'est vraiment pas bon. Toi, tu vas souvent avoir des matchs de foot de jeunes quand ton petit joue des foot. Ouais, mais est-ce qu'il y a des engueulades contre l'arbitrage, le coach ou les parents? Je pense que ça arrive. Donc, ben oui, mais ça, donc c'est. En tant que parent, on devrait intervenir auprès des autres parents, de dire reste assis sur ta chaise, puis. Exactement. Si ça arrive à ce niveau-là pour des matchs insignifiants, ou même si ça a de la valeur, que si ton fils gagne ce match et marque un but, il va être pris dans le prep school de je sais pas quelle ville aux États-Unis pour être un pro de foot. Ok, pourquoi pas. Et encore, est-ce que l'enjeu est si important que ça pour manquer de respect? Et moi, c'est une question d'éducation. Ça a encore un rapport avec le foot. C'est une éducation. C'est l'éducation civique, l'éducation civile et aussi l'éducation normale, quoi. Il faut juste être poli, respecter. Et c'est un peu comme je disais avant, ça revient à mon point sur un sorte de respect hiérarchique militaire. Par exemple, un truc qui se dit dans l'armée, c'est que tu ne salues pas la personne, tu salues le grade. Donc, tu respectes le rôle de l'arbitre, mais aussi que l'arbitre ne soit pas aussi un sorte de maniaque de pouvoir, comme t'avais dit Nilton. Il ne faut pas qu'il soit avare de pouvoir et avoir un ego plus grand que celui du match, que celui du sport. Et je pense que c'est ça où il y a un problème. On respecte plus le sport, on fait juste gueuler dessus, le crowding. C'est pourquoi j'aime beaucoup quand le comité de discipline sévit sur les clubs qui font du crowding autour de l'arbitre, qui sont 15 joueurs autour de l'arbitre en train de lui parler, l'insulter ou essayer de l'influencer. La MLS maintenant donne des amendes aux clubs qui font ça. Et ça, j'aime beaucoup ça parce que c'est une façon de dire regardez là, ce que vous faites, c'est pas acceptable. Et au moins
ils se disent, nous, on essaie de faire quelque chose pour essayer de punir ça. Maintenant, j'espère que ça va continuer de monter de niveau, d'essayer de vraiment sévir là où ça fait mal, même dans les points dans le classement. Il faut sévir par rapport à la discipline et éventuellement éduquer dans les rangs de jeunes. Parce que c'est comme ça que tu apprends. T'apprends pas à plonger, t'apprends pas à insulter l'arbitre ou à le gueuler dessus quand t'arrives à la ligue à 20 ans ou à 18 ans. Tu le fais on te dit de le faire depuis l'âge de 12 ans. C'est quelque chose qui s'apprend et puis malheureusement il faut le désapprendre. Et ça s'appelle la culture foot, c'est aussi ça. C'est pas juste les drapeaux, les tifos, la musique, la bouffe, c'est aussi la culture, l'essence du sport même, c'est le respect. Et le sport, soit le foot ou ailleurs, c'est une question de respect, c'est l'effort, c'est le surpassement de soi, c'est la joie, on s'amuse, c'est la compétitivité, dépendant quel niveau vous jouez, mais il y a des valeurs communes. Et je trouve que le foot, il faut qu'il retrouve ces valeurs, qu'il les redéfinisse, honnêtement. Parce que moi, je trouve que j'en ai un peu marre de comment c'est devenu un peu avarié. Voilà, j'arrête de parler. J'aime ça comment tu termines chaque tes interventions par un. Voilà, j'arrête de parler. Ça serait malade, hein? Saphir nous dit ça en entrevue, ça serait malade. 2 petites dernières questions pour terminer le podcast. Oui. 2 prédictions. Le gros Benji nous demande est-ce que Raitala va terminer la saison dans le 11 partant et Daniel Dang nous demande DC United, combien de points pour les derniers matchs? Vas-y, Hilton. Raitala, ouais, moi je le vois finir la saison là. Je suis d'accord aussi. DC United, je les vois au moins gagner les 2 matchs en main. 3 il reste 4. Il reste 4 matchs. Je pense qu'ils vont gagner au moins 3 matchs. Donc ils font les séries. Ouais. Et l'Impact est éliminé. Ouais, c'est un bon point. J'ai du mal à prédire s'ils vont faire 6 points. Avec les matchs en main, donc je sais même pas s'ils vont pouvoir faire 9 points. C'est pas par... oui, on a une réputation d'être des négatif. Baveux, des baveux, des salauds. D'être content quand ils font pas les playoffs. Des traîtres. C'est faux parce que sinon, j'aurais pas de billet de saison. Ouais, mais tu serais un rabais. Tu sais, t'as un rabais, là, t'as un deal secret avec le club. Non, mais oubliez pas, là. Nous, on va là par choix. Hein? Volontariat. Non, mais sérieusement, on va là par... Et le fait qu'ils n'ont pas de match de playoff, ça ne veut pas dire que nous, on est en vacances. On n'a pas un travail associé à ça. C'est pas un congé plus rapide. On n'a rien à foutre là, du succès ou du insuccès de l'équipe. Ouais. Donc, je pense qu'on est assez neutre. Avec un billet peut-être réaliste, mettons. Oui. Là, il reste un... Quand on les regarde individuellement, ces matchs-là, est-ce que DC va perdre en recevant Dallas la semaine prochaine? Est-ce qu'il... Non, je ne les vois pas perdre contre Dallas. Je ne les vois pas perdre contre Toronto. Disons New York City. Peut-être un match nul. Mais même s'il perd, c'est pas grave. Et après le dernier match à Chicago... Honnêtement, c'est dur à prédire. C'est quand même la menace, là. C'est quand même la Ligue qui nous a montré que l'Impact peut taper Philly 4-1 et ensuite Philly a déjà qualifié aux séries. C'est vrai que c'est donc, dur je me dis, c'est quoi cette Ligue-là? Oui, mais c'est vrai que c'est dur à prédire parce qu'on l'a vu contre Chicago, c'est un résultat qui arrivait de nulle part. Voir Chicago garder le 0-0 jusqu'à la mi-temps, c'était étonnant. Voir Edwards marquer un but, imaginez mon étonnement. Ah, la joie envers Edwards, mon Dieu. Mais jamais Edwards a été aussi mentionné positivement dans le hashtag GameFC. C'est un record. Une fois contre Las Vegas. Mais quand DC et Wayne Rooney décident de passer en 3e puis 4e vitesse, là, ils sont capables de la mettre dedans. C'est vrai, mais c'est une question de détail. Hein. C'est vrai, Nilton. Parce que regarde, si Lovitz ne marque pas son but reprise de volée contre Chicago, l'impact sur eux en ce moment, c'est une question de détail. C'est la frappe de plus, la frappe de trop. Oui, puis c'est les points perdus en début de saison qu'on trouve pas importants. Oui, chaque maudit match est important, même le premier. T'sais. Mais au moins, ils ont l'exemple DC United. Regarde, DC a perdu tellement, mais ils sont revenus, donc il y a espoir. Oui, mais il est revenu avec plusieurs millions de dollars. Là. Oui, si Montréal avait embauché un avant-centre d'expérience et ancienne star internationale, oui, ça vaut la peine de perdre quelques matchs au début pour aller chercher un des tops de la Ligue. C'est sûr, cette recette-là, elle est bonne, forcément. Mais oui. Autrement, non. Cette Ligue-là, il y a une si grosse parité en MLS que chaque point perdu fait mal.
Puis là, DC est en mode où ils sont capables d'aller chercher tout le temps le résultat parce qu'ils ont les joueurs pour. Tu sais. Notre seule chance serait qu'il y ait un pépin physique qui arrive à Rooney. Ouais. Si Rooney sort avec un bobo, là, ça commence à être compliqué parce que mentalement, cette équipe-là va être affectée parce que c'est leur chef, là. C'est le fer de lance. Elle carbure. Cette équipe carbure sur l'essence Rooney, puis le tank peut pas être vide. S'il est vide, l'équipe s'écroule. Même si Acosta se blesse, ça serait pas grave. T'sais, oui, là, c'est grave, mais DC va quand même continuer à être une équipe hyper efficace parce que Rooney utilise tout le monde autour de lui. T'sais, Rooney, quand il a provoqué le pénal, il n'a pas utilisé Acosta, il a utilisé quelqu'un d'autre. Il est capable, il a cette intelligence, il a cette vision-là pour utiliser tous les éléments autour de lui. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et puis en plus, DC United, c'est une voiture, puis si Acosta se blesse, ben, t'as une voiture avec 3 roues normales et une roue de secours. Alors que son Rooney, t'as plus de châssis, t'as plus de transmission, t'as rien. T'as l'impression que ça va juste péter, puis ça va s'écrouler sans lui. Juste mentalement, son impact est assez énorme. Au lieu d'aller chercher Quincy à San Jose, on aurait dû le prendre, le Wondolowski, pour une fin d'année. Genre, il était disponible pour une fin d'année? Je sais pas. Ça aurait été fou, hein? Ouais. Il aurait pu battre son record à Montréal. Il aurait pu être, en tout cas, beaucoup plus en tout cas. On va dans le big fantasy, là. On va dans la science-fiction. Ça va être super. Total. Bon, on a un congé, là. Oui. Oui, hein? Pas de match de l'Impact la semaine prochaine. Bon, on va parler de quelque chose d'autre, là. On fait-tu un après-match DC Dallas? Pourquoi pas? Pourquoi on donne des idées comme ça aux gens, là? Je peux pas couper ça en montage maintenant. Il faut maintenant on donne des idées, puis... Come on, Nilton. Après, on fait un match Canada-Dominique avec le but de Ballot. Ça va être bien. C'est vrai, Ballot, Team Canada. Oui, déjà à Toronto, là, selon son Instagram. Son Instagram. Lui, il m'a pas encore barré. Ça va venir. Donne-lui 10 jours, puis c'est fini. Je sais pas, hein. Juste ce soir, j'ai peur que quelqu'un de l'Impact de Montréal me barre. Qu'est-ce que t'as encore fait, man? Rien du tout. Exactement. Et c'est ça le problème, Nilton. T'as rien fait. Sur ce, merci tout le monde d'avoir écouté sur la plateforme podcast du CanFC, le Can Football Club Plus. Le plus est important. C'est ces mots-clés qu'il faut utiliser pour vous abonner à tous nos podcasts, incluant le CCPP, Blogana Podcast, Sur la ligne, les 90 et tous les autres podcasts qui sont disponibles 100% foot, 100% CanFC. Merci encore. Nilton, bonne soirée. Yep. Puis on se parle cette semaine sans faute. On troll les internets comme d'habitude. Yes, sir. Et merci tout le monde d'avoir écouté. Can Football Club sur les réseaux sociaux et patreon.com/Can Football Club pour nous supporter. Merci à la Force du Malte et merci à tout le monde. Au revoir et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Can Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Can Football Club. La poutine du soccer.